Bonjour à toutes et tous. Après ces quelques petits problèmes techniques, s'ils n'avaient pas été présents, ça aurait été étonnant. C'est ça, la comodalité, c'est ça, finalement, la nouvelle technologie qui a notre service. Heureusement qu'on l'a, avec le temps qui court, ça nous aide beaucoup, mais entre nous, rien ne remplace le présentiel. Et c'est en tant que recteur que j'ai le plaisir à vous le dire et que j'espère que cet après-midi, nous avons tous les responsables d'enseignement supérieur de la communauté française de Belgique, une réunion avec le ministre de tutelle, Madame Valérie Platini, et j'espère sincèrement qu'elle nous annoncera que nous pourrons poursuivre à 100% de présentiel nos activités d'enseignement sur nos campus. Donc, en attendant cela, sachez que vous avez un directeur heureux devant vous et heureux de vous accueillir à Mons, en OU, au sein de l'université de Mons. Et donc, pour nous, c'est vraiment non seulement un plaisir, mais également un honneur, mais rien d'étonnant en fait, puisque, comme vous savez, l'université de Mons est très active dans la thématique qui nous rassemble aujourd'hui, dans ce cycle de 7 conférences, la 4e, organisée ici en Namur. Et pourquoi je n'en suis pas étonné? Mais comme je viens de le dire, l'UMONS est actif, que ce soit en enseignement, en recherche, en innovation, en création de spin-off, en création de UMONS Innovation Center, comme nous appelons, puisque nous avons fêté il y a quelques semaines ici la première anniversaire du CLIC, un de nos 4 UMONS Innovation Center, à l'initiative du professeur Thierry Dutoit et de toute l'équipe qui gravite autour de lui. J'en profite de l'occasion pour remercier Thierry pour tout ce travail, qui est un travail de longue haleine, où on voit le résultat, la face non immergée de l'iceberg, mais sachez que derrière ça, il y a un travail de longue haleine, de longue date, d'énormément de personnes qui se retrouvent impliquées. Homo numericus, ou comment le numérique change notre rapport au monde, c'est le thème de ce cycle de conférences. Moi, je dirais presque comment le numérique accompagne notre rapport au monde. Je ne suis pas convaincu qu'il va changer, parce que notre rapport, il change au fur et à mesure, et c'est un nouvel outil qui va nous accompagner dans le cadre de ce changement. Cette 4e conférence sera le témoignage de la richesse que peut offrir le numérique, l'intelligence artificielle, peu importe le nom qu'on lui donne derrière. Et pour le pauvre scientifique actif en sciences des matériaux que je suis, je me rends compte que même dans mon domaine, ce numérique, cette intelligence artificielle est en train, et j'ose utiliser le terme, de révolutionner nos pas compétences, mais en tout cas notre facilité de traduire nos compétences dans ce secteur également. Donc je remercie évidemment les organisateurs de ce cycle, le fait d'avoir pensé à nous pour accueillir une des 7 conférences. Je pense évidemment à E4 Belgium, merci Nathanaël. Je pense au SPF Appui Stratégie, BOSA, et évidemment à l'ambassade de France, puisqu'il s'agit de cycles franco-belge, belgo-français. Et en tout cas, je remercie l'ambassadrice, je remercie toutes les personnes ici présentes et qui représentent l'ambassade pour l'accompagnement dans cette organisation. C'est un privilège pour nous de vous accueillir ici. Je m'en voudrais également de rappeler que ce cycle de 7 conférences est organisé sous le haut patronage de 2 secrétaires d'État en Belgique et en France. Je nomme Mathieu Michel et Cédric Paul. Ceci étant dit, vous n'êtes pas venu pour m'entendre, vous êtes venu comme moi pour entendre nos invités, que j'accueille avec grand plaisir et je vous souhaite une excellente conférence débat. Merci à vous. Les penseurs de l'IA ont commencé par ça. On dit, la première chose qu'on doit apprendre aux machines, c'est qu'on va leur apprendre à acquérir automatiquement de l'expérience par elle-même. Mais ça, c'est avéré très difficile. On n'est pas parvenu à faire ça jusque tout récemment. Ce qui a d'ailleurs causé ce qu'on appelle les hivers de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire des périodes où il y a eu beaucoup d'espoir, et puis ces espoirs ont été ruinés par le fait que la technologie ne suivait pas. Et puis, par des espoirs de cause, les chercheurs se sont orientés donc vers l'apprentissage de type boucle knowledge, c'est-à-dire l'apprentissage par le langage. On a développé d'ailleurs des langages informatiques qui ont permis aux hommes, aux experts humains, de transférer une partie de leur savoir vers les machines de manière très procédurale. Les machines ne faisaient qu'exécuter
des algorithmes prévus par les experts. Et donc, l'apogée de ça a été bien sûr, par exemple, IBM Deep Blue, qui bat Kasparov en 1997. Un grand moment, les gens qui assistaient à cette compétition se sont d'ailleurs levés à la fin de la compétition pour applaudir, on ne sait pas très bien quoi, applaudir probablement les programmeurs du logiciel. Mais, et alors on a appelé ça de l'intelligence artificielle, hein, il y a eu plusieurs vies dans l'intelligence artificielle, celle-là en était une, c'était l'intelligence artificielle de type book knowledge avec cet apogée au niveau des échelles. Vous remarquez d'ailleurs que depuis 1997, on ne voit plus jamais de compétition entre des experts et des ordinateurs. On sait bien que les ordinateurs battent les experts à perte. Donc ça n'a plus aucun intérêt d'aller voir une compétition comme celle-là. Alors, la grande révolution de l'intelligence artificielle depuis quelques années, c'est celle du street knowledge, c'est-à-dire que tout à coup, on a retrouvé des algorithmes et des quantités de données et des processeurs qui sont capables de digérer tout ça pour rendre l'ordinateur capable d'acquérir automatiquement de l'expérience. Et on le voit, moi je cite toujours ces deux exemples-ci, on le voit à travers l'exemple de gauche où, en fait, c'est ce qu'on appelle l'IA par la perception, hein, donc ce sont des réseaux de neurones profonds qui permettent aux ordinateurs aujourd'hui de comprendre le contenu des images, par exemple, hein, c'est un exemple parmi tant d'autres, donc de voir qu'il y a un éléphant qui joue au ballon avec une personne qui se trouve au-dessus, que cette personne est habillée en rouge, alors que bon, là il y a une petite erreur d'ailleurs, mais derrière on trouve une hutte, et alors moi ce qui m'épate à chaque fois, c'est que derrière la hutte, l'ordinateur a même été capable de trouver que le petit triangle, le petit triangle ici en haut à gauche, là, en fait, ce sont des arbres. Et là, clairement, la seule façon de trouver que ce sont des arbres, c'est de le deviner pratiquement, à partir de la couleur. Donc il y a vraiment une forte intelligence, une forme d'intelligence particulière qui a été développée par les ordinateurs à travers ces algorithmes d'IA. Et puis l'autre type d'intelligence, c'est ce qu'on appelle l'intelligence par l'interaction, par l'action. Hein, c'est ce qui permet aujourd'hui à des sociétés dont on a vu des exemples en vidéo, comme Boston Robotics, de créer des robots qui font des choses étonnantes, comme par exemple ici un backflip, donc un salto arrière. Aucun ingénieur au monde n'est capable de programmer un salto arrière, c'est trop compliqué. Il y a trop de paramètres, il y a trop d'inconnus d'ailleurs, parce qu'au moment où le robot va se lancer en l'air, il y a plein de choses qui peuvent se passer qui ne sont pas prévues. Donc ça, c'est beaucoup trop compliqué à programmer. La seule façon de réaliser ça par une machine, c'est que la machine l'apprenne d'elle-même, en fait, littéralement. Comme nous le faisons nous, d'ailleurs. Hein. Demandez à quelqu'un qui fait un salto arrière comment il fait, il va vous dire je lance ma jambe et puis j'atterris sur l'eau. C'est pas très malin. Hein. En termes de book knowledge, on ne sait pas faire grand-chose. Et donc cette boucle entre perception et action, elle est vraiment centrale aujourd'hui sur le développement de l'intelligence artificielle. C'est ce qui permet, encore une fois, je pense, hein, aux machines aujourd'hui d'atteindre un niveau d'intelligence qui est semblable à celui certainement d'un animal de compagnie. Encore que bon, les gens diront que les animaux de compagnie ont leur façon à eux de s'exprimer. Donc il y a en plus une forme de langage qui leur est propre. Mais même le langage aujourd'hui est maîtrisé par les ordinateurs. On sait bien, il y a des chatbots qui existent. Et depuis déjà 2013, hein, on a inventé cette représentation automatique des mots de la langue dans un espace à 30 dimensions et qui permet de faire des calculs sur les mots. Et donc la machine, sans qu'on ait à lui apprendre que la relation entre homme et femme est la même relation entre oncle et tante, la machine comprend cette chose-là. Simplement en analysant de très grandes quantités de bases de données textuelles. Donc voilà où on en est. Alors là, je commence vraiment à vous parler du cœur du sujet, c'est-à-dire du lien entre l'intelligence artificielle et le gaming. Et en fait, le gaming, ça n'est qu'un des marchés des industries créatives, qui est un secteur dans lequel je travaille avec mes collègues. Mais c'est un marché extrêmement important parce que, on va le voir, enfin, je suppose qu'on en parlera tout à l'heure, hein, c'est un marché qui est considérable en termes de revenus potentiels. Et puis surtout, c'est un marché qui est central pour l'intelligence artificielle, en ceci que l'IA s'est développée par le gaming et l'IA contribue au gaming. Il y a une espèce de relation dans les deux sens entre l'IA et le gaming. Et donc, si vous avez été un petit peu attentif à ce qui s'est passé récemment, on a vu des choses étonnantes depuis quelques années au niveau du gaming, par exemple. Toute la sphère des jeux Atari est aujourd'hui complètement maîtrisée par les machines. Donc les robots battent tous les jeux possibles de type Atari. Il s'est développé des univers dans Minecraft pour permettre de développer l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle commence par se tester sur des univers artificiels eux-mêmes, de type Minecraft. Ceci pour éviter de tuer les gens, de casser des voitures ou des bâtiments. On s'est même rendu compte que l'intelligence artificielle dans le domaine du jeu doit s'adapter à l'humain, c'est-à-dire que le summum de l'intelligence, c'est de savoir que la personne en face n'est pas aussi intelligente que soi et de s'adapter à son intelligence réelle. Il y a beaucoup de recherches en cours en ce moment. Et puis, on parlait d'Atari, il y a eu bien sûr d'autres jeux qui ont été maîtrisés. Aujourd'hui, on parle de c'est Minecraft 2, hein, pas Minecraft en fait. StarCraft, pardon.
qui est maîtrisé par l'ordinateur. Visiblement, c'est un jeu extrêmement compliqué. Donc, les progrès sont énormes. Et tout ça est une espèce de nébuleuse. C'est pas toujours facile de s'y trouver. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que, et c'est un truc que je fais souvent quand je parle des industries créatives, j'ai essayé de classer toutes ces interventions possibles de l'IA en trois cases différentes, qui sont celles de la création. La création, c'est ce qu'on appelle le game design, hein, c'est-à-dire que c'est le gars qui invente le jeu, qui imagine le jeu. Puis il y aura la production. La production, c'est passer de l'idée au produit, hein, un logiciel qui tourne, qui est distribuable. Et puis il y a la distribution proprement dite, c'est le fait de distribuer ça vers les utilisateurs, les joueurs qui vont, dans une certaine mesure d'ailleurs, rétroagir tous sur la distribution, sur la production et idéalement sur la création. Et là, on touche à ce qu'on appelle la co-création avec les utilisateurs. Et donc, je commence par l'intervention de l'e-gaming et l'e-sport dans la distribution. Alors, en fait, l'e-gaming et l'e-sport, par définition, c'est un domaine dans lequel la distribution se fait par streaming. Donc, dans le streaming, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans le streaming lui-même, forcément, il y a de l'IA déjà, parce que pour streamer correctement de l'information, il faut utiliser des technologies d'intelligence artificielle. Mais c'est assez caché pour s'en rendre compte. Alors, par contre, quand on parle d'e-sport, on parle aussi de stade aujourd'hui. Donc, l'e-sport attire, on en parlera aussi, je suppose, tout à l'heure, mais attire des foules de plus en plus grandes, dans des stades qui sont bourrés de gens qui assistent à des compétitions sportives de type e-sport. Et forcément, dans ces stades, on cherche aujourd'hui à développer des moyens d'interagir, de faire interagir le public, pour que le public ne soit pas juste passif. Passif au sens où les gens sont assis, ils crient beaucoup, mais il n'y a pas d'interaction directe entre eux et le jeu. Donc on est en train de chercher à développer des moyens d'interagir entre le public et le jeu, entre le public et lui-même, sous forme d'autres jeux. Et tout ça, ça passe par de l'intelligence artificielle dans un domaine qu'on appelle les smart stadiums. Alors, bien sûr, quand on parle d'interaction possible entre les utilisateurs et la distribution, il y a une interaction qui est très claire, c'est que les utilisateurs qui jouent au jeu peuvent eux-mêmes induire le jeu d'autres utilisateurs à travers des mécanismes de recommandation. Et l'intelligence artificielle, c'est aussi un de ces domaines privilégiés, c'est le domaine de la recommandation de jeux. On peut vous recommander de jouer à tel ou tel jeu, mais recommandation de joueurs aussi. On pourrait très bien imaginer que l'intelligence artificielle capte les caractéristiques de différents joueurs et crée automatiquement des équipes de gens qui s'entendent entre eux, même sans se connaître. Alors, il y a un truc qui est en train d'exploser aujourd'hui, hein, dont on a vu les prémices en 2018 lorsque Oculus a été racheté par Facebook. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le métavers, donc c'est la création d'un univers artificiel dans lequel nous aurions une existence sous forme d'avatar. Et je vais vous montrer une vidéo qui est assez surprenante, pourtant c'est de 2018 déjà, où on voit en fait des gens qui assistent à une compétition sportive, une vraie compétition sportive, à distance, à travers des casques, sous forme d'avatar, et donc ils se retrouvent dans un stade virtuel, mais stade dans lequel ils peuvent interagir avec d'autres utilisateurs. Donc voilà un avatar, et puis cette personne se retrouve potentiellement en contact avec les gens qui sont tout autour d'elle, et elle assiste effectivement, quasi physiquement, enfin presque physiquement, à cette compétition sportive. Donc le métavers, c'est évidemment du jeu vidéo à fond, hein, et donc on est en train d'aller vers ça. Facebook a annoncé son souhait d'avancer dans cette direction-là, qui va révolutionner complètement l'utilisabilité du jeu vidéo dans ce genre de technologie. Ça, c'était pour la distribution. Alors, j'ai passé à la production. Donc, au niveau de la production, il y a aussi pas mal de choses à dire. Par exemple, l'intelligence artificielle peut venir en aide, en soutien au niveau de la production, par exemple, pour créer des graphiques. Alors, on sait bien que depuis 2015, il y a toute cette technologie de transfert de style, vous avez sûrement vu ça plein de fois. On part d'une photo et puis on recrée la photo à la manière de Turner, à la manière de Munch, etc. Ça se fait aussi sur des visages, et par exemple, on peut très bien aujourd'hui capturer la photo d'un utilisateur et créer automatiquement un avatar de cette personne qui vient se retrouver dans le jeu, qui est évidemment plus sympathique que d'avoir un avatar anonyme. Alors non seulement on peut adapter du style, adapter des photos, mais on peut créer de façon complète. À partir de rien, on peut créer des photos. Alors ça, c'est aussi un truc que tout le monde a vu, hein, donc la création de photos artificielles par des réseaux antagonistes génératifs. Si on crée des photos aujourd'hui, on peut créer de la 3D, on peut créer des personnages, des avatars de façon complètement automatique. Donc ça aussi, ça peut aider les concepteurs pour aller plus vite. Non seulement on crée des photos et de la 3D, mais on peut aussi créer de l'animation de ces personnages en 3D. Donc ici, on a une thèse de doctorat à Mons qui travaille sur ce sujet-là, où on voit que, par exemple, avec des réseaux de neurones,
on crée une animation qui est à gauche pas très claire, pas très sympathique et qui est beaucoup plus fluide à droite, alors que le réseau de neurones de droite, il est plus simple que le réseau de neurones de gauche. Donc, il y a pas mal de travaux en ce moment qui sont faits pour simplifier les réseaux de neurones, pour diminuer la charge de calcul, pour pouvoir créer de l'animation automatique. Le chien qui est là, en fait, ou le loup, c'est pas très bien, il est mu, il est déplacé à la souris. Il y a une souris qui crée un chemin, et à partir de ce chemin de déplacement, on génère automatiquement l'ensemble des mouvements coordonnés des quatre pattes du chien. Tout ça se fait aujourd'hui de manière complètement autonome. On peut même aller plus loin, on peut aller jusqu'à la création de contenu vidéo, audio, ou ici animé, à partir d'un script. Donc on est capable aujourd'hui, ça c'était déjà 2018, hein, donc vous imaginez que ça a pas mal avancé, on était capable déjà en 2018, à partir d'un script des Flintstones, donc la famille Pierre à Feu, hein, c'est comme ça qu'on l'a traduit en français, à partir d'un script des Flintstones et d'un entraînement préalable d'une machine qui a vu, je ne sais plus, 25 000 vidéos des Flintstones, on est capable à partir d'un simple script de recréer complètement un contenu vidéo. Donc on le voit ici. Donc voilà, il y a Fred qui porte un chapeau rouge et qui marche dans le living room, et la machine a recréé complètement cette image. Il ne s'agit pas d'aller chercher des images existantes et de les mettre bout à bout, il s'agit vraiment de recréer complètement, à partir de rien, des images qui correspondent au script. Donc tout ça, évidemment, ça peut aider les concepteurs, on imagine bien. Alors, je n'ai pas parlé d'un domaine qui est pourtant passionnant, qui est celui de la parole. Hein, les gens qui jouent à un jeu vidéo, bien sûr, parlent, crient, enfin, ils échangent entre eux, mais la parole elle est rarement utilisée par le jeu lui-même. Or, la parole est porteuse d'émotions, et ces émotions peuvent très bien créer une interaction particulière. Le visage aussi, hein, le visage des gens peut être analysé. Donc, il y a de plus en plus d'essais, de tentatives dans les jeux vidéo de capturer cette sortie-là des humains pour l'intégrer dans le gameplay. Et ça, bien sûr, aussi, c'est de l'intelligence artificielle. Et puis, peut-être le domaine auquel vous auriez pensé en premier, quand on parle d'intelligence artificielle et de jeux vidéo, c'est celui du contrôle des personnages qui ne sont pas des joueurs, des personnages qui jouent contre vous, et qui, logiquement, depuis toujours, sont de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est née, on pourrait dire, enfin, le gaming, la naissance du gaming est née de façon tout à fait concurrente à celle de l'intelligence artificielle. Donc, à partir du moment où on cherche à contrôler un personnage extérieur, on est déjà dans un processus d'IA. Et aujourd'hui, il y a des recherches qui sont menées, donc, comme je vous disais que les intelligences artificielles sont capables d'écraser n'importe quel être humain dans n'importe quel jeu, c'est valable dans le domaine du gaming ou de l'e-sport. Et la tendance aujourd'hui, c'est de créer des intelligences artificielles qui ne sont pas trop intelligentes, c'est-à-dire qui savent que vous n'êtes pas une intelligence artificielle et qu'il ne faut pas vous tirer entre les deux yeux à chaque fois que vous êtes visible, sinon vous allez perdre à chaque fois. Donc, et je parle des jeux shoot and play, hein, pardon, j'ai tendance à parler de ça même moi. Mais voilà, donc il y a des recherches en cours, et à Mons, par exemple, on a un thésard qui travaille sur ce domaine-là. Alors, je termine par le dernier domaine, donc celui de la création. Alors, a priori, la création, c'est le domaine dans lequel on a une partie des gens, à qui je parle en général, les industries créatives, ne souhaitent pas qu'on mette de l'intelligence artificielle. Les gens sont assez réfractaires à ça, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à penser que, attention, la création, c'est vraiment le domaine de l'être humain, il ne faut pas vouloir rentrer là-dedans. Hein, forcément, qu'est-ce que les machines viennent faire à essayer d'imiter des créateurs? Et de toute façon, les machines ne peuvent pas créer. Voilà. On entend souvent dire ça. Et c'est pas vrai. Hein, c'est pas vrai. La créativité des machines est en train d'exploser. Alors on pourrait faire tout un exposé, hein, toute une conférence sur ce que c'est que la créativité, parce que c'est une vaste question. Mais par exemple, pour donner un exemple très concret, voilà, la créativité, elle apparaît aujourd'hui très fort au niveau de la musique. Il existe des systèmes, moi j'ai cité Flow Machine de Sony, et puis Aiva, qui est une société luxembourgeoise. Il existe des systèmes qui créent de la machine à partir de rien, ou à partir de juste quelques choix. On leur donne des types de musique, la durée, la structure du morceau, et puis ça crée des morceaux, et puis vous pouvez les choisir, et puis peut-être raffiner progressivement ce que la machine crée pour obtenir ce que vous cherchez. Donc ça permet d'aller très loin. Donc comme je n'ai pas de son, ça ne sert à rien que je vous montre la vidéo qui est ici, mais la vidéo qui était là, c'était le Flow Machine qui a écouté un grand nombre de chansons des Beatles et qui recrée des chansons à la façon des Beatles. Et ma foi, c'est tout à fait réaliste et tout à fait intéressant. Donc si ça se fait sur l'image, sur la musique, soyez certains que ça se fait aussi sur l'image, ça se fait aussi sur... Ça pourrait se faire sur le gameplay, on pourrait très bien imaginer, j'ai pas vu d'exemple par contre, mais on pourrait très bien imaginer une machine qui analyse les gameplays de plein de jeux et qui trouve de nouveaux gameplays, qui en produit de nouveaux.
game design peut-être. Et donc voilà, pour la suite, et certainement pour la co-création, donc la possibilité pour les utilisateurs des jeux de concevoir le jeu avec le concepteur, ça j'ai pas vu, pas trouvé. Ça existe peut-être, mais je ne suis pas assez spécialisé là-dedans pour le trouver. On aura peut-être des réponses à ces questions-là plus tard. Et voilà, ça vous donne un petit peu un panel des différents endroits où je pense qu'on peut trouver de l'intelligence artificielle dans le gaming aujourd'hui. Je voulais simplement terminer donc voilà, j'ai passé tout ça en plus. Je vais simplement terminer cette petite présentation par un rappel ou une note un peu plus positive que juste un point d'interrogation avec un trou et un manquement, quelque chose qui manque là. Et simplement signaler qu'à Lumon, nous sommes très actifs dans le domaine de l'immobilier et du sport. On a une formation en intelligence artificielle dans laquelle un des défis qu'on soumet à nos étudiants tous les ans, c'est la création d'un jeu vidéo de type Pac-Man en AI. On a plusieurs thèses de doctorat qui sont en cours, j'en ai cité quelques-unes, dans le domaine de l'e-gaming et du sport. On a un grand projet qui a été commencé il y a quelques mois avec la société Virtual Park, qui est un projet dans le domaine du jeu collaboratif, du jeu immersif. On a d'ailleurs une association d'étudiants qui s'occupe de gaming et sport, qui s'est créée il n'y a pas longtemps. Donc tout ça est en train de se cristalliser finalement. Et puis on a ce gros projet, c'est même pas un projet, c'est une plateforme de projet qui s'est créée tout récemment, il y a quelques semaines. Ça a été réalisé par le gouvernement wallon, dans le cadre de Ghetto Polonia, un grand rassemblement d'acteurs, universitaires, centres de recherche, Parastato, la FTBF est là-dedans, des industries sont là-dedans, plusieurs villes. Donc tous ces gens se regroupent autour d'une initiative commune pour développer l'industrie du jeu vidéo, et je dirais même plus que l'industrie du jeu vidéo, l'industrie de l'interaction, l'industrie de l'immersion, qui va servir bien sûr aux jeux vidéo, mais aussi à beaucoup d'autres domaines, parce que ces technologies, comme je l'ai dit, elles sont au cœur de l'intelligence artificielle, et donc en travaillant dessus, on est utile à plein d'autres domaines. Et puis je m'en voudrais de terminer cet exposé sans citer une initiative plus locale, qui est sur le cœur de l'eau, donc GameMax, qu'on a créé avec nos partenaires qui sont cités là, sur le transparent, il y a quelques mois à peine, et à travers laquelle on se réunit pour organiser des événements. Il y a eu la Game Week, par exemple, il y a un cycle de formation sur le jeu vidéo. Ceci étant d'ailleurs l'équivalent de ce qui se passe à Mons, mais autour de Charleroi, donc Charleroi Métropole, qui également est occupé depuis plusieurs mois à regrouper les forces vives autour de ASISCA, donc d'un centre de compétences, de manière à cristalliser les efforts de tous ces gens. Donc, je pense que vraiment, on est dans un momentum très important. J'ai montré que l'intelligence artificielle est utile aux jeux vidéo. Je pense que j'aurais pu faire un exposé complet dans l'autre sens, pour expliquer dans quelle mesure le jeu vidéo est utile à l'intelligence artificielle aussi. Mais bon, c'est un quart d'heure. Et puis, il se fait que tout ça est en train d'avancer beaucoup. Il y a beaucoup de choses à faire. En Wallonie, clairement, on a encore beaucoup de choses à faire au niveau du développement des sociétés, du développement des entreprises. Là, je laisserai Jean en parler. Et sinon, je vous remercie pour votre attention. Merci. Voilà, merci Thierry pour cette présentation et de mise en lumière du lien entre l'intelligence artificielle et le jeu vidéo, qui est une histoire peut-être de long tête, quasiment depuis l'évaluation du jeu vidéo, on se rend compte que c'était un jeu Game Boy, forcément toute l'interaction avec les personnages de mon c'était de l'intelligence artificielle. Avec évidemment l'évolution technologique du jeu vidéo, ça s'est renforcé davantage, et comme tu évoques aussi, le côté transversal du jeu vidéo dans notre domaine. Ça sera abordé aujourd'hui avec nos différents intervenants et intervenantes, que je remercie d'ailleurs, les Français qui sont venus spécialement aujourd'hui pour cette conférence, et les intervenantes, parce que c'est pas toujours évident non plus d'avoir des gens suivis représentés dans notre secteur. Je vais vous demander de vous présenter votre défense. J'entame mes hostilités. Donc, Sabine Moucheron, je suis business développeur chez Technocité. Technocité, c'est un centre de compétences. Donc, on organise des formations essentiellement à destination des demandeurs d'emploi. Et en fait, depuis 10 ans, on a lancé des formations dans le secteur du gaming. On a 3 formations phares qui sont le game développement, le game design et le game artiste, qu'on développe encore d'année en année, puisque cette année, on essaie de développer aussi tout ce qui est
méta, et je pense que c'est d'actualité, avec le partenaire que vous avez vu tout à l'heure, Ludum Invaders, qui travaille sur vraiment tout ce qui est la nostalgie des caractères, l'importance du son dans le jeu vidéo. Et donc, chaque année, on améliore un peu nos formations. Et de là, en fait, on s'est rendu compte avec nos partenaires locaux, enfin Jean Walga qui travaille pour l'ensemble de la région wallonne, mais Fishing Cactus qui est en plus d'être un voisin, est un studio, un des plus gros studios wallons qui est situé sur le parc Initialis et qui collabore avec nous pour la mise en place de formations. Museum Lab, et je vois tous les partenaires dans la salle. Le Museum Lab, en fait, c'est un laboratoire pour pouvoir expérimenter des pré-prototypes et les tester sur les publics dans le secteur culturel et muséal. D'ailleurs, l'Expo Botero, pour le moment, au BAM, on a eu l'occasion de mettre en place une expérience gamifiée. Donc, il y a tout un jeu vidéo qui a été développé sur cette exposition en particulier, en lien avec l'exposition de Tournai, puisque le jeu et le numérique nous permet justement d'abolir certaines frontières qui ont lieu d'habitude. Et donc, avec ces partenaires-là, j'ai oublié. Donc, il y avait Fishing, Technocité, le Museum Lab, Walga, et le cinquième qui est, j'ai un petit, Technocité, donc nous. On a créé le label GameMax qui a été évoqué il y a quelques instants par Thierry. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir, j'aime pas trop le mot, mais c'est ce qui parle le mieux, c'est un guichet unique où les porteurs de projets en termes de studio et de gaming peuvent s'adresser, que ce soit en termes pour avoir une réponse en termes de formation, de subvention, de networking. Et donc, on les oriente au mieux et on les accompagne. Et on a un exemple ici, un de nos pionniers en la matière, puisqu'on a Julien et Thomas qui sont dans la salle, qui sont les fondateurs du studio Occulte et qui viennent du formation Technocité, qui ont été incubés chez nous, qui sont accompagnés par les partenaires LME et IDEA, et qui donc sont le parfait exemple de ce que GameMax peut apporter à la communauté du gaming. Voilà. Merci, je suis Julien Villedieu, je suis le délégué général du syndicat national du jeu vidéo, qui est l'organisation professionnelle donc représentative de la production, l'édition de jeux vidéo en France. On existe depuis 14 ans. Notre métier, c'est d'être l'interlocuteur des pouvoirs publics, des médias et du grand public sur tout ce qui touche aux problématiques de production et donc tout ce qui touche à l'industrie du jeu vidéo. On est à l'origine d'un certain nombre d'avancées, de structuration pour la filière en France, notamment la mise en place d'un crédit d'impôt jeux vidéo il y a maintenant une quinzaine d'années. Ces évolutions aussi, on pourra peut-être en reparler, qui ont favorisé une structuration assez forte et un développement et une attractivité maintenant de notre pays au niveau mondial. On est également les opérateurs d'un certain nombre d'autres sujets, on y reviendra, et puis organisateur de la cérémonie des Pégases, qui est l'événement qui récompense les talents dans la création de jeux vidéo en France. C'est un peu l'équivalent des Césars ou des Oscars dans notre industrie. Alors évidemment plus modestement aujourd'hui. La 3e édition aura lieu en mars. C'est un événement qui est retransmis en général en direct, quand on peut le faire de façon physique, et j'espère qu'on pourra faire cette édition 2022 en physique. Et puis on organise également, pas très loin d'ici, sur l'île, un événement qui s'appelle Gamecom France, qui est le rendez-vous de la profession jeux vidéo, une sorte un peu d'université d'automne, du coup, puisque c'était en septembre, où on aborde un certain nombre de questions de fond sur le développement de l'industrie. Au titre de nos actions aussi, très rapidement, on a un réseau des formations au métier du jeu vidéo, dont fait partie l'école que présentera Stéphane tout à l'heure, Rebecca Game, et puis un réseau d'expertise pour apporter à nos adhérents un ensemble de boîtes à outils sur toutes les problématiques liées au développement et à la structuration de leurs entreprises. Donc, ravi d'être ici. Merci pour votre invitation. C'est toujours un plaisir de venir chez nos amis et voisins belges. Merci Julien. Bonjour, moi c'est Nathalie Cuborne, donc je suis fondatrice d'une association qui a pour objectif de former les enfants à la programmation, et on utilise le jeu vidéo en fait comme levier d'apprentissage. Donc on est assez old school, donc on leur fait faire des Pong, des Flappy Bird, Snake, voilà, revisiter un petit peu toute l'histoire du jeu vidéo, et de façon à ce qu'ils puissent s'approprier toutes les techniques propres à la création du jeu pour ensuite réaliser leurs propres idées. Ouais. C'est à partir de 8 ans. Merci Nathalie.
Merci. Donc, Stéphane, nous, c'est le grand d'après, parce que c'est pour les grands enfants, donc c'est à partir de plutôt 18-19 ans. Donc, l'école Rubiquet, qui est située à Valenciennes, donc tout près de la frontière, créée il y a une trentaine d'années par un groupe d'amoureux, en fait, qui avait un projet qui a 30 ans, à la fois sur le design, sur l'animation et sur le jeu vidéo. Et donc, c'était un vrai couple qui s'aimait, qui s'aime toujours d'ailleurs, hein, et qui ont parcouru la France entière pour dire, bah, tiens, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait accueillir notre projet qui était extrêmement novateur à l'époque. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à Valenciennes. Donc nous, à Valenciennes, on a à peu près 1000 étudiants. On a un campus à Montréal, un campus dans une petite bourgade indienne de 11 millions d'habitants qui s'appelle Pune, surnommé l'Oxford de l'Orient. Alors pour ceux qui sont à Oxford, n'allez surtout pas à Pune. Moi, si vous voulez voir toutes les différences, c'est possible, mais ça n'a rien à voir avec Oxford. Donc à Pune, on est aussi donc, en Afrique, au Kenya, et on vient d'ouvrir quelque chose au Vietnam. L'international pour nous est très important parce que c'était très intéressant quand Thierry disait est-ce que l'IA va pouvoir aider à la création. Donc, pour moi, c'est évident, hein, même si on a un peu peur parce qu'on dit on va se faire dépasser par la machine comme Kasparov et Co. Là. Mais pour nous, le moteur de la création, ça reste la culture, ça reste les contes et légendes. Alors, la machine pourra les apprendre aussi, mais sans contes et légendes, ben, on ne peut pas créer des choses originales. Et c'est pour ça qu'on essaye de se positionner à l'international sur des grands courants culturels. Et on sait très bien que les contes et légendes africains sont très différents de nos contes et légendes européens, par exemple, ou asiatiques. Voilà, moi, c'est vraiment un plaisir d'être parmi vous. Donc, dans le game, on a on a du game art, on a du game blog, et on a du game design, bien évidemment, avec tout un tas de sous-spécialités. C'est des études en 5 ans. Merci Stéphane. Et donc, à mon tour, Jean Clément, coordinateur de Walga. Walga, c'est l'association wallonne du jeu vidéo au sens large aujourd'hui. À l'origine, en 2015, on a été créé par les studios pionniers en Wallonie et les écoles et centres de formation, donc on était surtout orientés sur le développement de jeux vidéo. Depuis un an, nos missions ont été élargies, notamment à la demande du ministre de l'économie qui nous soutient également, à l'ensemble du jeu vidéo. Donc, ça inclut évidemment l'e-sport, la gamification, le serious gaming, les game studies. On a la chance d'avoir en Wallonie 2 Game Labs universitaires à Maleneuve et à Liège. Nos missions sont assez similaires à celles de Julien, donc c'est effectivement de représenter le secteur, de le structurer parce qu'on a un petit peu moins développé que nos voisins français, on a démarré un peu plus tard, et donc on a encore un gros travail de structuration à faire également. Cette structuration prend la forme de pôles jeux vidéo qu'on met en place dans les villes et bassins de vie où il y a des acteurs présents. Ces acteurs sont tant académiques, on a la chance justement, c'est un constat qu'on a fait évidemment tout au début, quand on s'est lancé en 2015, on a des très bonnes formations sur le territoire, notamment à l'école à Bergerac à Namur, les annonces, les centres de formation Technocité, Technique Future, qui travaillent en collaboration aussi avec Chigacus, c'est important ce lien entre entreprises et comme au niveau des formations pour coller aux besoins du marché. Et donc cette structuration en pôle s'est concrétisée l'année passée avec un partenaire de co-avance, comme Céline a expliqué au niveau de Gamax. Ce travail continue également sur Charleroi, continue sur Liège, sur Namur. On a quasiment tout l'accès à 42 pour qui s'y situe un peu. Mais le travail, c'est aussi justement de faire des relais et des liens entre ces pôles, pour évidemment éviter justement que chaque pôle se retrouve replié sur les mains, mais s'inscrit dans l'ensemble de l'écosystème wallon. Et nous, notre travail aussi s'inscrit sur le territoire fédéral belge avec nos collègues bruxellois flamands, sur des enjeux notamment au niveau international. Son principal salon, je pense à Gamescom, la GDC, depuis des années, on a un stand commun, Belgian Games, donc on vient avec un branding national et pas régional. C'est important parce qu'on est déjà tellement petit, si on va encore se rediviser en petits morceaux, on va avoir une visibilité. Et on commence à avoir petit à petit, notamment à Gamescom, une reconnaissance internationale parce qu'on a même justement des projets innovants, créatifs, beaucoup plus que le plus gros territoire. Peut-être parce qu'on ose plus aussi, c'est ce que je commence à appeler la Belgian Touch, parce que justement, faute de moyens, on a peut-être plus de crédibilité, plus de prise de risque également. Et c'est vraiment là-dessus qu'on va devoir capitaliser, c'est sur ce côté créatif. Donc ici, je reviens un peu sur les différents sujets qui ont été un peu abordés. Thierry parlait des ICC, de l'industrie culturelle et créative, dans lesquels le jeu vidéo évidemment une part importante en termes de chiffre d'affaires au niveau mondial. On est le premier bien culturel devant le cinéma, devant la musique depuis des années. On ne sait pas toujours, donc c'est quand même important de le mentionner. Mais je crois que l'argent n'est pas tout. Ce qui est important aussi, c'est la consommation culturelle. Et là, en termes de temps consacré, évidemment, le jeu vidéo est largement devant les autres médias également. Et donc, malheureusement, on a encore un souci de reconnaissance, notamment institutionnelle. Et la question qui se pose au niveau de la culture, il a été confronté, Julien évoquait tout à l'heure le crédit d'impôt en France
qui est un mécanisme fiscal qui a permis justement de soutenir le développement de l'industrie et de la création de studios par le financement et la subsidiation de plus de projets. Cette problématique, évidemment, on l'a identifiée chez nous également. On a la chance, on a été pionniers en Belgique avec le tax shelter, un système similaire qui a été mis en place il y a 17 ans déjà pour l'audiovisuel. Ça fait quasiment depuis la création de Wildcard. Alors, on a pu obtenir déjà un premier vote de la loi par an fédéral en mars 2019. L'inconvénient, c'est que, évidemment, cette loi doit être validée au niveau européen. Et là, on a buté sur une grosse problématique, qui est la reconnaissance du jeu comme bien culturel, pour bénéficier justement de ce genre d'exception de subsides au secteur culturel. Et donc, on s'est trouvé dans une impasse. Et donc, ça démontre qu'au niveau institutionnel, le jeu n'est toujours pas reconnu comme bien culturel, malgré ce que j'ai lancé tout à l'heure. Alors, comment y remédier? Quelle est la perception de cette problématique et quelles sont les pistes, justement, d'évolution des aspects culturels? Je pense que ça peut être intéressant aussi de définir la culture, pour commencer. On soit bien d'accord de quoi on parle, parce que je fais souvent, quand j'ai du contact, notamment avec les décideurs politiques, pour moi, la culture, c'est une expression artistique qui est partagée à un moment donné par une société et par le plus grand nombre de cette population. Donc pour moi, aujourd'hui, le hip-hop est plus culturel que l'opéra, parce que clairement, ça touche une majorité de la population. Et donc le jeu vidéo l'est aussi. Il faut encore arriver à convaincre et à faire bouger les lignes. Et donc c'est intéressant peut-être de voir par rapport à cette problématique l'avis de nos intervenants et intervenantes. Je démarre. Vas-y, c'est bon, je t'en prie. Oui, sur le jeu vidéo, oui, parce que tu nous as dit qu'il fallait faire comme au tennis, donc ça part comme ça revient comme ça. Moi je suis ce qu'on me dit, quoi. Vidéo culturelle, bien évidemment, et ce qui est génial dans le jeu vidéo pour moi, c'est que le jeu vidéo est en avance sur la société qui est en train de se dessiner. Alors je vous donne un exemple tout bête. Je ne sais pas si vous, oui, je sais qu'en Belgique vous êtes des spécialistes de tout ce qui est monnaie parallèle ou monnaie complémentaire. Bah, dans le jeu vidéo, ça fait bien longtemps que ça arrive. Tout ce qui est la transgression de ce qui semble socialement bien établi. Dans le jeu vidéo, la limite entre la vie et la mort, ça fait bien longtemps qu'elle est dépassée, en fait. Donc pour moi, le jeu vidéo, et culturellement parlant, c'est quelque chose qui est extrêmement fort et qui est très annonciateur des sociétés de demain. Donc moi, je suis à fond pour reconnaître le jeu vidéo. C'est le cas en France, mais en Belgique, si je peux faire quelque chose, ça serait avec grand plaisir. Parce que c'est vraiment la culture de demain, c'est évident. C'est au niveau de l'Europe, les doivent bouger, donc on doit vraiment se mettre ensemble pour faire ce travail de fond, évidemment. Oui, moi j'étais très étonnée d'ailleurs quand j'ai vu dans le déroulé cette question de non-reconnaissance du jeu vidéo comme élément culturel important, parce que j'avais pour idée que c'est la dernière forme d'art qui a été créée par l'humanité. Et, enfin, je trouve qu'il y a une créativité et de formes artistiques qui composent le jeu vidéo, que ce soit le son, les images, les animations. Donc voilà, je suis surprise. Ouais. Tu as tout à fait raison, Nathalie, c'est souvent un argument que j'évoque également, c'est si on décompose un jeu vidéo, il est composé finalement de l'art narratif au niveau du scénario, avec toutes ces couches interactives en plus, de l'art graphique pour la partie visuelle, où effectivement on a des expressions très artistiques dans certains jeux, surtout depuis l'émergence des jeux indépendants. Le côté musical a toujours été très important dans le jeu vidéo également. Et donc toutes ces formes artistiques, quand on les cumule, finalement, ne deviendraient plus une forme artistique. Donc c'est ça qui est vraiment interpellant. Et là-dessus, évidemment, je n'avais la réponse quand je l'ai posé. Moi, je ne crois pas que la question de l'expression artistique soit un élément fondateur de la reconnaissance culturelle du jeu vidéo, pour une raison très simple, c'est que si on prend une analogie avec l'art contemporain, aujourd'hui, on se pose plus de questions pour savoir si les performances qui sont faites dans certaines expositions et qui sont des performances parfois assez obscures sont de l'art et de la culture. Je crois que quand on rentre dans un musée, on est tous d'accord pour dire qu'on va vivre une expérience culturelle. On va assister à une représentation culturelle, quelle que soit sa forme. Et donc, je pense que ce n'est pas les éléments constitutifs du jeu vidéo qui font sa reconnaissance culturelle, c'est ce que Stéphane a évoqué en filigrane de son propos, c'est l'appropriation qui en a été faite. Aujourd'hui, le jeu vidéo, sans parler d'argent, c'est 3 milliards de joueurs et de joueuses sur Terre. En France, c'est les 2 tiers des Français qui jouent régulièrement aux jeux vidéo. Aujourd'hui, c'est une répartition quasiment égalitaire entre les hommes et les femmes. Donc, on a aussi un mouvement au niveau de la mixité des joueurs et des joueuses qui est assez extraordinaire. Et c'est cette appropriation dans le temps qui fait qu'aujourd'hui, la question qui convient de dire, de se poser si le jeu vidéo est une culture ou pas, je pense qu'elle ne se pose plus. Les gens se sont appropriés cette
cette forme de culture. Alors, est-ce que c'est de la culture? Est-ce que c'est du divertissement? Mais est-ce que le divertissement est une expression culturelle? Après ça peut être des grands débats, ça peut être de la philosophie, ça peut être de la théorie aussi. Mais la réalité, c'est que les hommes et les femmes sur cette planète se sont appropriés le jeu vidéo comme une forme d'expression culturelle. Et ce qu'on a vécu comme récemment avec cette pandémie dont on a du mal à se débarrasser, a montré aussi que c'était probablement d'ailleurs la seule expression culturelle qui permettait aux gens de se regrouper tout en étant à distance. Et donc là, c'est quand même un phénomène qui est assez extraordinaire, c'est que le jeu vidéo a dépassé simplement sa dimension de divertissement et qu'il a revêtu une dimension sociale et sociétale fondamentale. Parce qu'on s'est regroupé, y compris avec des gens, nos grands-parents, nos cousins éloignés, des gens qui étaient hyper loin et qui sont devenus finalement très proches de nous. Donc on a appris à réduire cette distanciation sociale grâce aux jeux vidéo. Donc la culture, c'est ça aussi. Les révolutions culturelles qu'on a connues par le passé, c'est aussi des mouvements philosophiques, politiques extrêmement forts. Donc de là à dire que le jeu vidéo, c'est de la politique, pourquoi pas? Ça peut être un vecteur aussi d'idéologie politique. On parlait tout à l'heure dans la voiture aussi sur l'histoire qu'on peut faire aussi vivre à travers les jeux vidéo. Donc je pense que le jeu vidéo, c'est effectivement une forme d'expression culturelle, c'est une culture. Maintenant, c'est une culture du 21e siècle. C'est d'ailleurs la culture du 21e siècle, comme le cinéma est celle du 20e. Mais le jeu vidéo souffre de ces critiques qui sont liées à sa jeunesse, à sa méconnaissance. C'est un objet culturel aussi non identifié. C'est compliqué pour des gens d'une génération, on va dire les plus de 50 ans, pardon, hein, il y en a dans la salle sûrement, moi je m'en approche, mais on est probablement cette génération charnière qui doit apprendre à comprendre ce qui est parfois assez difficile à imaginer parce que, effectivement, on sait qu'un livre, un film, une série, c'est une forme d'expression culturelle, mais le jeu vidéo, comme on est dans l'interaction, dans l'interactivité, ça pose plus de problèmes. Donc je pense que le temps fera aussi son affaire sur toute une génération de personnes qui, on ne les critique pas, mais qui ont besoin de s'affranchir de peut-être leur barrière initiale. Voilà, donc je pense que, et on pourra en parler, mais cette vocation de médium de divertissement qui s'infuse aussi de toutes les autres formes d'expression culturelle, c'est assez fantastique. Et effectivement, on est très en avance, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, je ne pense pas que ce soit le contenu du jeu vidéo lui-même, c'est plutôt la façon dont on s'approprie cet objet culturel encore un peu difficilement identifiable. Oui, ben, pour rebondir sur ce que disait Julien, bon, pour moi, ça ne fait, puisque je travaille dans le secteur depuis maintenant un petit bout de temps, ça ne fait aucun doute que le jeu vidéo, le secteur du jeu vidéo fait partie de la culture partagée et acceptée par l'ensemble de la population aujourd'hui de façon transversale. Peut-être la seule chose qui bloque encore, c'est que les générations de décideurs et de personnes qui décident ne sont pas encore les gamers, mais qu'on y arrive tout doucement. Quand on vient devant des décideurs politiques aujourd'hui et qu'on parle gaming, on a déjà les yeux qui se lèvent au ciel. Or, aujourd'hui, les nouvelles générations qui vont décider arrivent et eux sont issus déjà de la génération du gaming, donc ça va permettre à nous aider. Alors, aussi, quand on voit dans l'actualité ici, qui est absolument foisonnante en termes de gaming, justement, le rachat du studio d'effets spéciaux de Peter Jackson par Unity, mais la ligne est ténue maintenant. Le cinéma du 21e siècle, c'est des techniques du gaming, donc il n'y a plus de limite. Bon, ce matin, j'en parlais justement depuis hier, ça tourne en boucle chez moi, c'est le nouveau clip d'Orelsan, c'est du gaming. Enfin, toutes les techniques qui sont, donc il n'y a plus de ligne. Il n'y a plus de séparation entre la culture et le domaine du gaming. Il y a juste une acceptation peut-être politique, ou en tout cas de nos décideurs à franchir. Et peut-être même pour revenir à autre chose, parce que j'en profite, je crois qu'on est dans une salle où il y a des traducteurs ici. On a un gros enjeu aussi dans le gaming, on ne parle pas de traduction mais de localisation. Pourquoi? Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, on installe les studios partout parce qu'on s'acculture en fait dans le jeu vidéo et on ne le traduit pas, on l'implante dans une nouvelle culture. Et donc évidemment, le lien est évident et je pense que voilà, CQFD, il n'y a plus qu'à que ce soit accepté. Oui, donc bon, je voulais dire simplement que on sera tous d'accord, je pense, pour dire que il y en a marre de la culture qui forcément existe. Donc, ouais.
Hier, Mumons organisait une soirée exceptionnelle où un orchestre de chambre a joué de la musique classique. Toujours on a blind test et les gens jouaient à ça. Donc on a mélangé le jeu à la musique. C'était très, très chouette d'ailleurs. Grand événement. Et puis je dis souvent, quand je donne des conférences, j'ai pas eu l'occasion de le dire là, mais en Wallonie, on a un Walt Disney. On ne sait pas. Les gens d'ailleurs ont tendance à l'oublier. On a un Walt Disney en Wallonie qui s'appelle Franco Dragon, par exemple. C'est des gens qui ont la capacité de créer des grandes sociétés et d'être visibles dans le monde entier sur de la culture qui est de la culture populaire et qui fait son essentiel. Donc on doit encourager ces efforts, bien sûr. Effectivement, ça tend la perche effectivement sur les synergies vers d'autres domaines. C'est bien évoqué le cinéma audiovisuel, en animation aussi, comme Enwave, produit des longs métrages d'animation en images de synthèse, Clean de Pixar, Franck Dragon, la culture de la bande dessinée aussi, qui longtemps a déjà été adaptée en jeu vidéo. Je travaille dans chez Infodor, on a été les premiers à adapter les bandes dessinées franco-belges en jeu vidéo, ce qui nous a permis aussi, en termes de rayonnement culturel, justement, de rentrer dans un domaine du jeu vidéo qui était encore au début à l'époque, qui était monopolisé par la culture japonaise et américaine, et là, Julien a envie de réagir, je vais lui passer la parole, et Stéphane nous revenir aussi sur ce qui a été dit, et je vais revenir après passer la parole à Nathalie par la suite. Alors ça y est, on est dans l'interaction. Alors, juste un point sur ce que tu évoques, la question des références culturelles, justement. Le jeu vidéo, c'est l'une des rares industries culturelles qui est capable de rayonner à travers le monde. Les studios qui sont ici dans la salle, qui sont en Belgique ou qui sont en France ou ailleurs, leurs productions sont vendues à 95% à l'international. La force qu'on a pour nous, les pays européens, c'est qu'on est capable de créer des jeux vidéo qui vont véhiculer des valeurs pour nous françaises et pour vous belges et européennes à travers le monde. C'est extrêmement difficile de le faire dans les autres industries culturelles. Le cinéma, par exemple, français s'exporte très mal. Et donc, il est extrêmement difficile, quand on fait du cinéma d'auteur ou du cinéma indépendant français, d'avoir la capacité à rayonner à travers le monde. D'ailleurs, rares sont les films français qui ont obtenu des distinctions internationales. Il y en a quelques-uns. On connaît tous The Artist, par exemple. Et, voilà, et en plus, il est mieux. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que donc, ayons conscience de ce pouvoir énorme qu'a le jeu vidéo, de pouvoir véhiculer nos valeurs au niveau mondial, dans les industries culturelles, face à des superproductions américaines, où les valeurs nord-américaines ne sont évidemment pas les nôtres, et qu'on en a marre d'avoir du cinéma américain qui vient dégouliner chez nous en permanence, même s'il y a des très bons blockbusters. Mais voilà, dans le jeu vidéo, on est capable d'offrir autre chose aux joueurs et aux joueuses. Mais je voulais réagir sur deux choses. Premièrement, quand nos politiques freinent des cas de fer sur un tendance culturelle, c'est plutôt bon signe, parce que quand vous regardez ce qui s'est passé en France au 19e, 18e, sur le courant des impressionnistes, en disant mais qui c'est ces gars-là, maintenant on se pose même plus la question, donc c'est plutôt bon signe que les politiques freinent. Ça veut dire que c'est une grande vague de fond et que ça va. Sinon, ce que je voulais dire sur la culture, c'est-à-dire que nous, quand on a un campus à l'international, et ça nous fait beaucoup progresser là-dessus, l'idée, c'est pas d'arriver, c'est pas de faire, comme le dit très justement Julien, de faire dégouliner notre culture là-bas, c'est de donner le cadre méthodologique en disant oui, on a appris humainement, pas encore artificiellement, mais on a appris humainement, c'est comme ça qu'on crée un jeu, c'est comme ça qu'on a des idées. Maintenant, mettez-y votre culture. Par exemple, en Inde, on fait beaucoup de jeux sur les grands combats de l'indépendance de l'Inde, parce qu'il y a quand même dans le jeu, il y a un peu de faille quand même, faut être honnête. Effectivement, ça donne des choses très originales, qui sont intéressantes, et ça permet pour moi, alors j'ai toujours un côté horriblement utopiste, excusez-moi, mais de permettre à un pays d'exporter sa culture, à plusieurs pays d'exporter leur culture, pour moi, c'est ni plus ni moins un bon gage de paix dans le monde. Excusez-moi de l'utopie, mais c'est essentiel qu'on puisse regarder les autres en disant « Waouh, mais ta culture, elle est géniale, mon gars !» Et je pense aussi qu'on doit éviter le piège de l'institutionnalisation. La reconnaissance culturelle est tout à fait différente. Si je regarde la dernière grande révolution culturelle que nos sociétés ont connue, pour moi, c'est le hip-hop qui a émergé dans les années 80 et qui associe finalement aussi, puisque dans les différents piliers du hip-hop, on retrouve le lip-sync, l'écriture au niveau du texte, le DJing au niveau de la musique et le graphe au niveau artistique, expression artistique visuelle. Et donc, malheureusement, on trouve que maintenant, petit à petit, ça s'institutionnalise, parce qu'il y a eu trop de reconnaissance, justement, qu'il y a une reprise de contrôle de la création par les instances officielles. Donc, c'est peut-être un piège que le jeu vidéo doit essayer d'éviter, c'est une petite parenthèse. Cela dit, il y a une évolution, je vais quand même faire le lien sur notre situation
situation en Belgique et en Belgique francophone en particulier, où là, effectivement, on a quand même des belles avancées, puisqu'on vient de lancer un appel à projet avec le Centre du cinéma et audiovisuel à l'initiative de la ministre de la Culture, qu'on avait invité au Belgique Miroir, c'est l'équivalent des dégâts français, donc qui remet différents prix, différentes catégories sur les créations belges de jeux vidéo. Et donc, ce travail de fond, finalement, nous a permis maintenant d'avoir un subside pour la première fois d'aide à la création de jeux vidéo. C'est vraiment ce qu'on a besoin maintenant pour faire émerger davantage de projets. Et ensuite, avec l'accompagnement que Walvia, que les partenaires comme Climax peuvent apporter à ces porteurs de projets, souvent des jeunes qui sortent de l'école, qui sont diplômés, pour éviter justement ces fuites de talents vers d'autres écosystèmes, puis développés comme la France et le Canada qui sont en recherche justement de main-d'œuvre. On fait tout justement pour essayer de les capter, de les garder ici. Et ce genre d'initiatives vont permettre de financer davantage de projets. Il y a plein d'entreprises et d'emplois qui vont en découler. Ça compense un petit peu le blocage actuel du tax shelter. Un autre acteur important, c'est Webimage aussi, évidemment, qui a toute l'expérience de l'audiovisuel en Wallonie. Et comme on le disait, effectivement, le cinéma belge francophone s'exporte un peu plus difficilement, malgré 2 palmes d'or à Cannes des Frères Dardenne. Qui va aller voir le film des Frères Dardenne? Et donc, je pense qu'effectivement, de mettre un peu de soutien maintenant, et d'ailleurs prochainement, le discours le 13 décembre, Image a annoncé un autre plan de soutien à la création de jeux vidéo grâce au plan de relance qui était Paul Muller qu'on a pu appliquer cette année également. Et donc, tous ces mécanismes maintenant de subside à la création de jeux vidéo vont vraiment accélérer le développement de notre industrie en persuadé. Là, l'handicap qu'on a déjà identifié aussi au niveau de la reconnaissance culturelle du jeu vidéo, c'est le côté commercial. C'est qu'un jeu vidéo, par définition, a toujours été un objet commercial, et c'est parfois un frein aussi à cette reconnaissance. Et en fait, il n'y a pas d'obligation à ça. Et peut-être que justement, avec ces nouveaux subsides et la création de celui de la culture, il n'y a pas d'obligation de faire un projet commercial. Donc, ça va peut-être permettre l'innovation aussi en termes créatifs. Mais il reste toujours des expériences intéressantes pour les développeurs, parce que quand on favorise justement cette création plus artistique dans l'OCDE et dans le développement de leur entreprise. Mais la dimension commerciale du jeu vidéo, c'est un atout pour les responsables politiques qui veulent soutenir notre industrie. Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, moi je vois avec 20 ans de recul maintenant la mise en place du dispositif du crédit d'impôt jeux vidéo en France. 1 euro de crédit d'impôt dépensé, c'est entre 2 euros et 5 euros de recettes fiscales directes et indirectes pour notre pays. Alors évidemment, c'est plus facile de flécher la ligne de dépenses parce qu'elle est visible dans la comptabilité publique que la ligne des recettes parce qu'elle est diffuse. C'est les taxes sur les salaires, c'est la TVA, c'est l'appartement que vous allez louer et donc la taxe que vous allez payer parce que vous habitez à tel endroit, etc., etc. Mais on parle aussi de centaines de milliers de salariés. Je prends l'exemple d'Ubisoft, qui est notre champion national. Ubisoft, c'est 20 000 salariés dans le monde. Aujourd'hui, c'est plus de 5 000 en France. Il y a encore 5 ans, c'était 2 000 salariés. Donc, on a aussi, à un moment donné, à prendre conscience que soit on veut être dans le 21e siècle, soit on veut rester bloqué dans le 20e. Et très clairement, l'enjeu de la France, quand on a mis en place le crédit d'impôt jeux vidéo, c'était de dire on se fait piquer tous nos talents par le Québec, et tous, le Québec étant parti de 0, ils sont arrivés à 30 000 salariés en 10 ans, on se fait piquer tous nos talents, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à faire que du cinéma, du spectacle vivant et des expressions culturelles qui sont très bonnes, mais où est-ce qu'on décide à un moment donné de réfléchir à ce que notre pays peut devenir en termes de lead sur ces expressions culturelles? Et très clairement, je me souviens à l'Assemblée nationale, j'ai un exemple très concret, dans les couloirs de l'Assemblée nationale, lorsqu'on a discuté avec les politiques, on avait le ministre du budget de l'époque, qui était Jean-François Copé, qui nous a dit vous nous faites chier, pardonnez-moi pour le langage, vous nous faites chier avec vos 30 boîtes qui se courent après, vous n'aurez jamais de crédit d'impôt en France, ça sert à rien, votre truc, c'est naze. Bon, on l'a revu il y a quelques années, il a revu effectivement sa copie en disant, effectivement, à l'époque, on n'avait pas trop imaginé que ça passerait comme ça. Donc, je pense qu'il y a aussi une capacité à anticiper effectivement l'avenir et surtout l'emploi. On est quand même dans une compétition mondiale aujourd'hui de nos talents, on en parlait tout à l'heure en préparant la table ronde. On recrute des ingénieurs, des informaticiens et informaticiennes, des artistes, des gens qui sont capables de manager, de faire du data mining. On parle d'IA, c'est fondamental dans le jeu vidéo. L'IA, c'est l'ADN du jeu vidéo. Comment on fait? Est-ce qu'on décide de laisser ça aux autres ou est-ce qu'on décide de faire des vraies politiques incitatives pour que ces talents-là, ils soient dans nos pays, que ce soit la Belgique ou la France? Et nous, en France, on a dit, c'est maintenant ou jamais. On a parmi les meilleures écoles d'ingénieurs, des très bonnes écoles d'artistes aussi. On n'a pas envie que ces gens-là qu'on va former avec de l'argent, aussi de l'argent public, donc nos impôts, on n'a pas envie qu'ils se barrent à l'étranger pour aller servir les intérêts des boîtes étrangères.
S'ils y vont à un moment donné dans leur carrière, c'est bien parce qu'ils vont prendre des skills, mais ils ont été formés chez nous, avec nos moyens, et on a envie qu'ils bossent dans nos boîtes, parce que ce sont nos cerveaux, nos talents. Et ça, il faut que les responsables politiques comprennent que c'est un enjeu de société. C'est pas juste par rapport aux jeux vidéo. C'est de l'emploi, c'est de la qualification, c'est du rayonnement international et c'est de l'attractivité. Si demain les boîtes viennent s'installer en Belgique parce que vous avez un crédit d'impôt qui dépote, eh ben, la Belgique, ça sera the place to be. C'est tout, c'est comme ça. Et ça crée de la valeur. Et le fait que le jeu vidéo se vende, c'est un élément positif. Moi, je suis désolé, je participe à plein de réunions où j'ai autour de moi tous les représentants des industries culturelles qui viennent pleurnicher pour avoir des subsides pour faire des œuvres que 3 personnes, 4 pelés et 3 tendus, on va aller voir à un moment donné dans une salle ou dans un spectacle. J'ai rien contre ces gens-là, c'est de l'expression artistique, c'est très bien que ça soit soutenu, mais prenons en considération le fait que le jeu vidéo, ça crée aussi une économie, et que cette économie, elle est vertueuse et elle irrigue, elle infuse l'ensemble de notre économie en général. Donc ça, je pense que c'est très important de prendre ça en considération, et si les politiques en Europe n'ont pas compris ça, on va leur faire comprendre. Alors effectivement, tu mets le doigt sur une problématique qui est la perception en tout cas de la création artistique parfois intellectuelle et pour un public limité et qui vit sur le subside. Mais d'un autre côté, les industries culturelles et créatives représentent au moins 5% du PIB, donc génèrent globalement aussi de l'emploi et de l'activité économique. Mais malheureusement, en tout cas en Belgique, cet aspect des ICC n'est pas reconnu et n'est pas soutenu non plus. Donc, de toute façon, le jeu vidéo s'insère dans une problématique plus large également à ce niveau-là. Je voulais revenir, Nathalie, sur un peu ton parcours et ce qui t'a amené à créer cette formation, parce qu'on parlait justement de formation un peu orientée là-dessus. Je pense aussi dans l'appropriation culturelle du jeu vidéo, ce qui est intéressant, c'est de le rendre accessible au plus grand nombre aujourd'hui. Les compétences techniques, artistiques pour arriver à créer un jeu vidéo sont assez complexes et de plus en plus complexes. Et donc, peut-être à partir du moment où, si je fais l'analogie justement avec d'autres formes d'expression culturelle ou de tout âge et sans compétences particulières, avoir suivi de lourdes formations en tout cas, on peut quand même créer son œuvre d'une certaine manière. Je pense que le travail que vous faites également va dans ce sens, de rendre la création plus accessible et d'amener aussi une nouvelle génération à s'intéresser au métier du jeu vidéo, ce qui va venir nourrir toute la filière normalement. Oui, alors, première chose, d'abord, le jeu vidéo est pour moi plutôt un prétexte, j'avoue, un levier d'apprentissage, hein, parce que c'est, en fait, notre baseline, c'est de gamer à maker. Donc, voilà, t'aimes les jeux vidéo, t'aimes bien jouer, ben, va regarder l'envers du décor et apprends à en faire toi-même. Alors, ce qui est important, évidemment, c'est qu'ils acquièrent, enfin pour nous, c'est qu'ils acquièrent des compétences en programmation, mais qu'ils développent leur créativité aussi. Et le jeu vidéo est une approche formidable pour leur permettre d'exprimer leurs idées. Alors, c'est vrai qu'au niveau notre intention, c'est bon, ça fait plusieurs années qu'on fait ça. On a des formations qui ont été testées, améliorées et qui évoluent. Mais on n'a jamais trouvé vraiment de soutien des pouvoirs publics. C'est pour rebondir sur ce qui était, voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait un manque de compréhension. En fait, tout le monde parle de l'importance pour les enfants d'apprendre à programmer. Voilà, au niveau de l'enseignement, on parle de 2030 en Belgique, hein, pour le code à l'école. Donc, nous, on a voulu remplir. Ah oui, alors j'ai aussi entendu dire que la première année sera consacrée à la création de variables. Donc, je ne sais pas ce qu'ils vont faire pendant 1 an, mais ça risque d'être un petit peu ennuyeux. Donc voilà, nous, on avait pour objectif, donc on n'a pas attendu. On n'a pas attendu d'avoir un feu vert ou du soutien, donc on tourne en fonds propres pour le moment. Mais c'est un petit peu dommage parce que c'est élitiste et donc on aimerait bien pouvoir ouvrir nos formations à tous les enfants qui le souhaitent, en fait, indépendamment de la situation financière des parents. Voilà, nous en sommes aujourd'hui. Et c'est vrai que cet enjeu d'accessibilité justement en formation induit aussi effectivement dans l'industrie évidemment plein de représentativité du public féminin comme on expliquait tout à l'heure. Et pour moi c'est vraiment en amont dans la filière de formation et pas seulement des écoles de jeux vidéo, mais bien avant, où il y a une sélectivité qui est déjà opérée de toute façon dans le monde de l'enseignement. Le problème d'accessibilité en termes financiers pour des publics socialement plus défavorisés également, et notamment sur des jeunes qui sont des cloches scolaires, etc. Des très bonnes écoles en France, avec plein d'études. Nous, on a la chance justement, par rapport aux premières vagues d'inscription, d'être justement dans un enseignement très soutenu,
Et donc, Rubika, on a des annonces où on partage un nombre important d'enseignements, mais le rapport de coût minéral est de 1 pour 10, en fait. Et donc, on a cette chance de rendre plus accessible les formations à un plus grand nombre, donc d'essayer d'avoir plus de diversité aussi au niveau sociologique dans les formations. Maintenant, on a tous suivi la crise du Covid, et donc ça induit aussi une évolution de la manière d'enseigner sur la pédagogie. Donc, j'aimerais bien peut-être vous entendre un petit peu justement comment vous voyez la situation aujourd'hui, l'évolution et les besoins aussi en termes de formation par rapport à l'évolution technologique. C'est beaucoup de questions en une. Moi, je suis un homme, je ne peux pas traiter qu'une seule question à une fois. Je ne peux pas encore lire. Non, pour venir dans le jeu vidéo, il y a 2 types de barrières. Il y a la barrière financière, mais la barrière financière, c'est pas la plus compliquée, parce que la barrière financière, on met des bourses, on met de l'argent en face, et on a le remède qui est assez facile à trouver. La barrière la plus difficile contre laquelle il faut lutter, c'est la barrière psychologique. Je vais prendre le problème du genre, mais il n'y a pas que le problème du genre. Il y a des jeunes filles qui disent de toute façon, c'est même pas pour moi. Ça rentre même pas dans mes possibles qu'un jour je ferai du jeu vidéo. C'est pour ça que des initiatives comme celle de Nathalie, c'est génial. Parce que non seulement ça doit être possible, mais en tout cas, plus on a de diversité au sens très large du terme, plus on fera des choses originales, plus on participera au rayonnement du jeu vidéo et de tout ce qui va avec. Donc oui, il y a la barrière financière, ça on voit bien comment la traiter, donc il faut des aides, etc. Mais la barrière psychologique qui est beaucoup plus difficile à traiter et dont il faut s'attaquer, entre guillemets, il faut essayer de l'adresser au plus tôt. Oui, si je peux juste rebondir sur la question du genre. Oui. Donc la question du genre, évidemment, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Quand je me suis formée moi-même à la programmation, j'étais la seule fille. On était 5 pour 125 élèves, je pense. Nous avions à la dernière évaluation 34% de représentation féminine. Donc, j'avais dit c'est qui commence à partir de 8 ans. On sait maintenant que vous aviez dit qu'il y avait 60% de gameuses. C'est ça? Non, mais c'est 46% des joueurs sont joueuses, plus ou moins à parité. Voilà. On vient d'un historique aussi, évidemment, où c'était une activité exclusivement à fabrication. Je pense qu'il y a une dizaine d'années, Nintendo a fait un second travail à ce niveau-là avec la DS, avec la pour élargir cette audience féminine aussi. Donc oui, aujourd'hui, on est quasiment à parité. Donc voilà, il y a autant de gameuses que de gamers. Et on a des petites qui sont vraiment excellentes, quoi. Enfin, pour moi, la programmation, c'est de l'organisation. Une femme, souvent douée en organisation, elle sait organiser. On n'est pas douée en organisation. Non, mais je ne veux pas dire par rapport à. Mais voilà, mais je dis que je remarque en tout cas que voilà, on a des filles qui sont juste incroyables. Elles aiment ce qu'elles font et il faut les soutenir, il faut les encourager, il faut casser. Bon, nous, on commence à 8 ans, je crois que c'est bien avant, il faut sensibiliser. Mais l'autre jour, par exemple, j'avais un groupe de 6 petits garçons et je dis, en rigolant, ça manque de filles ici, vous devriez, à l'école, vous devriez dire dans votre classe aux filles, allez, venez programmer. Et alors, il y en a un qui a tiqué et qui a froncé les sourcils et qui a dit, les filles, enfin, à 9 ans, voilà, donc ça, je trouve ça très important aussi, c'est de soutenir et de promouvoir la représentation féminine dans la programmation. C'est tout un conditionnement qui est fait dès le plus jeune âge et globalement, pas uniquement par rapport à l'enseignement en formation, ce qui est masque bleu et rose, par exemple. Non, moi, je crois qu'on est tous d'accord ici. On a une responsabilité de toute façon sociétale dans le jeu vidéo, on l'a dit. De par les valeurs qu'on véhicule dans nos jeux. Et donc, comment imaginer qu'on véhicule des valeurs en n'ayant que des équipes d'hommes? C'est totalement inenvisageable. Notre société, elle est faite de cette mixité. C'est ce qui fait sa richesse. Et la créativité, d'ailleurs, s'en trouve meilleure quand on a des équipes les plus diverses possibles. C'est pas que de la mixité dont il s'agit, même si dans le jeu vidéo, on a un vrai problème de représentation des femmes dans nos équipes. Alors, dans la production, nous, en France, on fait une étude depuis 7 ans. On fait un baromètre que vous pouvez retrouver sur notre site internet, www.smjv.org. Vous avez aujourd'hui 22% de femmes dans nos équipes. Ça reste encore faible. Néanmoins, c'est en très forte croissance, puisqu'il y a 3 ans, on était à 14%. Donc, on est plutôt content. Il y a eu un certain nombre d'initiatives. Women in Games est une association qui promeut la mixité dans les équipes, avec le phénomène de rôle modèle, parce que ce sont aux femmes aussi d'aller chercher d'autres jeunes filles pour leur dire tu peux venir dans cette industrie,
C'est pas une industrie toxique, c'est pas une industrie où les femmes sont pas considérées à l'égal des hommes, c'est pas une industrie où les femmes ne peuvent pas accéder à des postes de direction, de management de projet, de création de studio. Tu peux aussi créer ton studio. Donc ça, c'est important de dire que ce rôle-là, il est absolument crucial et fondamental. Et nous, on accompagne ces initiatives, évidemment, au SNJV. On a mis en place un groupe de travail sur la mixité et la diversité. On a mis en place des chartes aussi qu'on a fait signer à nos adhérents pour les obliger, parce qu'il faut forcer aussi les entreprises à faire un move en la matière. Donc, sur la mixité, c'est important. Mais il y a un autre sujet dont on parle assez peu, c'est la diversité sociale. On est un média, on est un médium, pardon, on est une culture qui parle aussi à toutes les couches de la population, y compris les plus défavorisées. Je vous mets le défi de voir les jeunes issus des banlieues aller au cinéma. Aujourd'hui, une place de cinéma, c'est entre 12 et 15 euros. Et encore, parfois, c'est même plus cher. Le jeu vidéo, on peut y jouer sur son smartphone, on peut y jouer sur sa console, on peut y jouer chez des copains, sur un ordinateur. Voilà, même s'il y a aujourd'hui encore un problème d'équipement numérique dans cette couche de population, c'est quand même quelque chose qui leur est accessible. On parle à cette génération-là, on parle à ces gens-là. Et donc, si on leur parle, eh ben, il faut leur ouvrir nos portes. Il faut les faire venir chez nous. Il faut que dans nos studios, on ait ces gens-là aussi. Et ça, c'est un vrai enjeu pour notre industrie parce qu'il y a des talents, des talents incroyables. Et donc, il faut qu'on leur permette d'accéder à nos études. Alors, on parle des bourses et autres. Donc, stéphaniser l'argent, c'est pas forcément le plus gros problème. Je suis assez d'accord avec lui parce qu'il y a des choses qui existent. Et là, la puissance publique peut agir. Mais voilà. Donc, c'est le problème de la diversité au sens très large. Il y a évidemment les questions de genre, mais il y a aussi les questions de diversité sociale qui nous tiennent vraiment à cœur parce qu'on pense que la création et la créativité n'en seront que renforcées grâce à cette diversité de profils et d'expériences qu'on aura dans nos studios. Oui, mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites, évidemment, mais moi, je pense qu'en fait, le problème de diversité, de représentation, il n'est pas propre au secteur du jeu vidéo, il est transversal, c'est un problème de société. L'accès au métier, au STEM, de façon générale, est nettement moins prégnant chez les femmes. On y travaille beaucoup dans tous les secteurs. Par contre, à l'inverse, je trouve que le jeu vidéo, et je le vois sur les générations, donc je suis maman de 3 enfants, j'ai 2 filles et un garçon, et ils jouent autant aux jeux vidéo. Et je pense que l'application, le fait de jouer sur un smartphone, ça a fait beaucoup aussi pour le genre, parce qu'il fallait pas un PC, il fallait pas une console. Et là, en fait, on va au resto, on va à l'extérieur, on donne le téléphone, tiens, joue, vas-y. Et ça a permis de faire tomber une barrière. Et j'ai l'impression qu'en fait, le secteur du jeu vidéo va plutôt être pionnier en la matière de diversité parce qu'il n'y a plus cette frontière avec la génération qui arrive, justement. Moi, je suis la génération où c'était les garçons qui jouaient et nous pas. Et je le vois dans plein de secteurs. Je vois beaucoup dans les sports, notamment le football, pour ne prendre que celui-là. Je vois qu'il y a vraiment toute une mouvance pour pouvoir diversifier l'accès, que ce soit aux femmes, que ce soit aux personnes d'origine étrangère, aux migrants, aux primo-votants ou aux aînés aussi, parce qu'on voit chez nous, donc on a la possibilité de faire des reconversions de carrière, mais on voit aussi des aînés qui n'auraient jamais imaginé faire de leur passion de gamers un métier et qui viennent chez nous se réorienter pour prendre des compétences en disant je peux faire les deux, quoi. Je peux développer mon métier dans ma passion, faire de ma passion mon métier. Donc je pense que le gaming va pouvoir permettre de faire tomber beaucoup de distances, de frontières. Dis-moi, un aîné, ça a quel âge? Ça dépend de l'esprit. Tu vois. Je voulais savoir si on était des aînés ou pas. Je ne me permettrai pas de demander ton âge. C'est relatif. Donc oui, au final, de ce que j'entends, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que pour pouvoir garder tous ces talents, des deux genres, il faut qu'on crée des entreprises qui sont de taille suffisante. Donc moi, j'attends de voir dans les années à venir l'arrivée d'un franco-dragon du jeu vidéo. C'est vraiment ça, quand on a besoin de licorne. On a beaucoup de petites sociétés, on manque de gros leaders, tout ça. Et c'est clair que le mécanisme... Thierry, pour répondre à ce que tu évoques, pour que vous ayez des leaders, il faut que vous ayez un écosystème qui fasse que les talents viennent sur votre territoire. Et parce qu'ils sont attirés par quoi? Ils sont attirés par les projets les plus emblématiques. Et aujourd'hui, nous, on voit très bien, en France, dans les régions où le jeu vidéo s'est développé, c'est uniquement parce qu'à un moment donné, il y a une entreprise leader qui s'est installée. En Auvergne-Rhône-Alpes, qui est une région que je connais bien, on avait Infogrames, devenu Atari, qui a essaimé ensuite, sur toutes les années,
des dizaines et des dizaines de personnes qui ont créé leur studio. Mais ces gens-là, ils seraient sans doute jamais venus à Lyon ou en Auvergne-Rhône-Alpes s'ils n'avaient pas été préalablement embauchés par Infogrames Atari, qui était le premier éditeur mondial dans les années 90. Donc, c'est pareil avec Ubisoft. Ubisoft, ils s'installent partout dans les régions, et d'ailleurs partout dans le monde. Hein, ils ont annoncé l'ouverture d'un 4e studio au Canada, tout simplement parce qu'ils construisent des écosystèmes. D'autres entreprises viennent ensuite autour. Alors, bien sûr, on peut dire que ça fait de la concurrence, mais cette concurrence, c'est de l'émulation surtout. Et ensuite, alors après, il peut y avoir des effets pervers. C'est ce qu'on voit d'ailleurs à Montréal en ce moment. Mais du coup, les gens viennent, ça crée des personnes qui vont monter leur boîte. Les talents viennent dans ces petites boîtes parce qu'ils en ont marre des grosses boîtes, et puis après ils retournent dans les grosses parce qu'ils en ont marre des petites boîtes, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment important. Et l'élément déclencheur, c'est une attractivité fiscale, clairement. Je veux dire, on n'aurait pas eu le crédit d'impôt en France, je ne serais même pas là à vous parler de jeux vidéo. Donc, je veux dire, la démonstration, elle est très, très simple. On n'a toujours pas de taxe chez toi, je suis là pour vous parler de jeux vidéo. On a effectivement eu la chance d'avoir une locomotive comme la PIB, mais Follet, son fondateur, est un vétéran 85 ans de métier, qui avait sorti le jeu Outcast fin des années 90, qui était le premier jeu en 3D, 2 ans avant GTA, c'est un petit peu. Il y a vraiment des structures, comme ça a été annoncé pour la suite de ce jeu, il y a 3 ans. Il a été soutenu par les pouvoirs publics, ce qui a permis de démarrer effectivement son entreprise. Il a signé les contrats de publishing pour le financement de son jeu. C'est des projets qui ont plusieurs millions d'euros d'investissement. Il a raflé tous les gens compétents qui étaient disponibles sur le marché de l'emploi, qui sont aujourd'hui 7 ans, sans 3 autres ans. Et il y a quelques mois, ils ont été rachetés par l'éditeur qui lance leur jeu avant même la sortie du jeu. C'est un peu la problématique. Je vais clairement poser la question, avec le tax shelter, c'est arrivé avec le vrai Théo, c'est évidemment, il ne va plus financer la croissance de son entreprise et garder le contrôle de son entreprise. Et donc, nous, ce danger aussi, effectivement, c'est que finalement, le futur licorne se fasse racheter avant même qu'elle ait des licornes. Et donc, il faut aussi ce soutien public, justement, assez longtemps et assez loin dans la croissance de l'entreprise. J'estime qu'il reste 10 minutes. Je voudrais aborder l'autre sujet qui était aussi énoncé dans le titre de cette conférence, qui est l'e-sport, mais je voudrais le prendre sur un angle assez large. On a parlé de diversité, justement, et de l'analogie e-sport. Donc, l'e-sport, c'est la pratique compétitive du jeu vidéo, qui existe depuis très longtemps dans le jeu, quasiment depuis le début également, mais qui se professionnalise également. Et donc, il y a quelques années, avec l'émergence de plateformes digitales comme Twitch, qui est le YouTube de l'e-sport, mais justement, on s'est affranchi de la dépendance des médias traditionnels qui s'intéressaient pas du tout au secteur. Il y a 15 ans, j'avais lancé des initiatives de compétition, donc pas moyen d'avoir de la visibilité et donc des sponsors et donc de l'argent. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse, c'est que finalement, la nouvelle génération a quitté les médias traditionnels et les marques qui visent ce public aujourd'hui courent après et veulent investir dans le secteur. Donc, il y a un besoin de professionnalisation de ce secteur, ça fait partie maintenant de la mission du groupe également. Et donc, l'e-sport, ce n'est pas que les joueurs professionnels qui sont rémunérés évidemment pour jouer, il y a toute une série de métiers. On a identifié 3 catégories, ceux qui gravitent autour de l'encadrement des joueurs, les managers, les coachs, etc. Les métiers techniques qui permettent aussi justement la diffusion d'événements. Il y a les métiers qui sont liés à l'organisation d'événements, de compétitions, et qui doivent également, en tout cas, dans notre écosystème, se professionnaliser. La France est déjà beaucoup plus avancée aussi. Mais peut-être de nouveau, c'est une chance pour nous, parce que l'e-sport, en France, dans les grands pays, on le fait de la même manière depuis 15 ans. Il y a des joueurs sur ça, donc j'ai ça en tête sur Twitch. Et donc aujourd'hui, avec Wagner, on soutient des projets innovants, justement, plus immersifs, qui impliquent davantage de spectateurs. On peut utiliser l'intelligence artificielle dans l'entraînement également des joueurs, mais également dans l'application des spectateurs. Donc voilà, je vais voir un peu par rapport à votre niveau et à votre activité, mais comment vous percevez l'e-sport, son évolution. Alors, si on parle de difficulté à appréhender le jeu vidéo, je vous explique même pas au niveau de l'e-sport. Quand vous commencez à dire aux gens que les gens qui sont sur scène sont des sportifs, des athlètes, pardon, qui s'entraînent, qui ont des coachs sportifs, qui ont une hygiène alimentaire, une hygiène de vie, et que leur métier, c'est de jouer aux jeux vidéo, alors là, vous avez déjà perdu les 3/4 des gens qui sont en face de vous, qui vous disent votre truc, c'est complètement débile. Donc, c'est très compliqué à faire comprendre, et c'est un pan tout à fait particulier et original du jeu vidéo. D'abord, il faut être clair, aujourd'hui, ça concerne exclusivement des très grosses productions internationales, quelques jeux triés sur le volet qui trustent le haut du panier. Nous, en France, par exemple, on a moins de 10% des jeux vidéo qui sont produits qui sont à vocation compétitive. Donc, c'est très faible. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'e-sport, c'est une façon aussi de rendre accessible et de communiquer pour un certain nombre de marques qui n'arrivent plus à parler à une génération qu'on appelle les millennials. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est les jeunes qui ont quitté les sphères classiques des médias traditionnels et bien grand, enfin,
tant mieux pour eux, parce que c'est vrai que parfois c'est un peu désolant. Et donc, du coup, c'est une façon de parler à ces gens-là, et sous prétexte de jeux vidéo. Donc, c'est vrai que les compétitions, à la base, il faut se rappeler une chose, c'est que ce sont des jeux avec des gens dont c'est soit le métier, soit la passion, de s'affronter sur ces jeux-là. Voilà. Et donc, on a ensuite des marques qui sont venues, qui ont fait de la promotion et tout un environnement qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec des arénas qui sont remplies de dizaines de milliers de personnes qui suivent et de centaines de milliers, voire parfois de millions de personnes qui suivent en ligne sur des médias qui sont nés du jeu vidéo comme Twitch, hein, qui est devenu maintenant une plateforme où on peut faire tout et n'importe quoi, mais c'est quand même une plateforme à la base issue du monde du jeu vidéo. Et donc, c'est un phénomène qui est assez incroyable, où il y a beaucoup de structuration à avoir parce qu'il y a un monde professionnel et un monde amateur. Il y a aussi beaucoup de jeunesse dans l'e-sport, c'est-à-dire que beaucoup de jeunes s'investissent là-dedans, parfois avec des convenus en fin de carrière. Donc, il y a tout un ensemble de problématiques d'encadrement de ces jeunes, de la pratique, de la rémunération. Et ça, c'est un travail qui a été mené en France par une association qui s'appelle France e-sport. On a travaillé avec le gouvernement aussi, notamment sous l'égide d'Axel Lemaire et de 2 rapporteurs qui avaient travaillé sur un rapport sur l'e-sport, qui avait donné lieu à un certain nombre de textes législatifs et réglementaires pour encadrer les pratiques. Donc, ça a été un vrai travail de fond qui a permis d'assainir un petit peu la situation en France. Donc, c'est un sujet qui est assez complexe, qui se développe vite, mais qui reste encore, on va dire, isolé à quelques grandes productions internationales. Et ce qui serait bien, en fait, c'est que nos adhérents, nos entreprises investissent ce monde de l'e-sport pour qu'ils prennent une ampleur encore plus importante pour nous en termes de création et de création de valeur. Parce que c'est vrai que pour l'instant, ça nous échappe un peu, pour être honnête. Effectivement, cette dépendance finalement aux jeux internationaux, principalement américains et asiatiques, sur la scène e-sport. Ici, par exemple, on soutient le studio Vigo qui a lancé Holo, qui est un jeu en réalité virtuelle compétitif, justement. Et donc, on voit cette synergie aussi dans nos missions finalement entre développeurs de jeux et e-sport, enfin, une compétence e-sport développeurs de jeux, et inversement également l'e-sport d'amener des compétences techniques également pour professionnaliser l'organisation des gens. Je voulais juste faire un petit retour de ce qu'on fait depuis le début de la conférence, qui est génial, parce qu'on regarde où est le jeu vidéo. Thierry nous a montré que le jeu vidéo nourrit l'IA, alors que l'IA nourrit le jeu vidéo. On a parlé de l'aspect artistique du jeu vidéo. On a parlé de l'aspect social du jeu vidéo. On a parlé de l'aspect commercial du jeu vidéo. Julien en vient de parler, c'est pas seulement un problème, c'est à mon avis un grand avantage par d'autres types par rapport à d'autres types. Et là, on est en train de parler de l'aspect sportif du jeu vidéo. Vous voyez, le jeu vidéo, il est partout. Ce qui fait à la fois sa force et sa faiblesse, parce qu'il rentre dans aucune des cases. On peut dire, bah non, c'est pas du sport, c'est pas de l'art, c'est pas du pure business. Mais ce qui fait aussi sa grande force, c'est que si nous, institutionnels, entre guillemets, on ne suit pas ces grandes tendances, on va se faire dépasser et déposer. C'est évident. Donc, voilà ce que je voulais partager sur le jeu vidéo. Merci. Peut-être juste pour rebondir sur une initiative plus locale, et donc effectivement Walga l'a dit, j'en le disais tout à l'heure en introduction, Walga a aussi été reconnu pour développer le secteur de l'e-sport en région wallonne, et donc à l'instar de ce qu'on a fait pour le gaming il y a plus de 10 ans en Technocité, on a mis en place des formations pour des demandeurs d'emploi et de la remise à l'emploi. On est en train de construire une formation dédicacée au domaine de l'e-sport pour non seulement sur la technique de streaming, qui est forcément l'outil le plus utilisé qui est utilisé pour les sports, mais aussi sur tout ce qui accompagne. Et donc, c'est ce qui est manquant, notamment dans les créateurs de studios, le marketing, les business plans et tout ça. Nous, quand on rencontre nos porteurs de projets, en fait, ils sont là pour créer un jeu et ils ne se rendent pas compte qu'il faut le vendre, qu'il faut communiquer, c'est un autre métier. Et donc, ça prend aussi. Et tout ça, on va le mettre en place dans une nouvelle formation e-sport en collaboration avec Activity, qui est une ASBL qui est implantée ici à Mons depuis quelques mois et qui accompagne justement un public très jeune, souvent inexpérimenté, mal accompagné, parfois aussi en décrochage scolaire parce que totalement concentré sur le jeu vidéo. Et donc, on espère pouvoir mettre ça en place dès l'année prochaine. En restant aussi toujours très peu reconnu par les pouvoirs publics en la matière. Mais ça, voilà, c'est un autre travail à faire en parallèle. Donc effectivement, et dans ces formations avec l'e-sport, le travail qu'on fait avec Technocité, ce qui est
intéressant, c'est justement, on sait très bien qu'aujourd'hui, le secteur est balbutiant, certainement en Belgique, tout le monde ne trouvera pas cette référence pas dans le secteur. Par contre, savoir gérer une régie streaming sur Twitch, dont on parlait, mais également sur le community management sur Discord, qui est une autre plateforme justement de communication et qui vient un véritable réseau social chez les jeunes. C'est quand même un phénomène chez les jeunes. Pratiquement, les parents sont juste sur Facebook, ils ont des Facebook, et donc systématiquement, il y a une migration des plus jeunes vers des plateformes qui s'approprient. Et on l'a vu aussi dans la crise et les confinements l'année passée, où Fortnite est devenu un réseau social à part entière. Et également, la technologie immersive de Fortnite, même avant la crise Covid, a permis l'organisation d'un premier concert. Et donc, cette convergence également avec les autres secteurs culturels et créatifs. Depuis lors, le phénomène s'est accéléré évidemment par les problématiques liées au Covid. Et donc, davantage de concerts sont organisés dans Fortnite. Et aujourd'hui, un peu le buzzword, peut-être intervenir sur ce sujet-là, c'est les métaverses. En fait, les métaverses sont issus du jeu vidéo, utilisent les technologies du jeu vidéo. Rien que Facebook qui a annoncé Zuckerberg cet été l'arrivée de Meta, qui va être le métaverse de Facebook, et la nouvelle génération de réseaux sociaux, c'est 10 000 emplois dans les 5 ans, rien qu'en Europe. Et donc, ces emplois sont liés principalement à des compétences issues du jeu vidéo. Donc, le potentiel en termes d'emploi local est important, mais bien sûr, on ne peut pas être de nouveau dépendant des multinationales américaines. Et donc, on a aussi une carte à jouer en développant nos propres technologies. Et par rapport à ça, ou par rapport au métaverse, de voir un petit peu l'impact sociétal, l'impact économique et le besoin en termes de soutien, de formation. Alors, dernier petit tour de table sur le sujet. Oui, donc le métavers, en fait, le métavers, en fait, c'est un mot qui est apparu, qui est utilisé de plus en plus, mais il y a l'équivalent scientifique du métavers, ça s'appelle les jumeaux numériques. Et ça c'est utilisé de façon intensive aujourd'hui en intelligence artificielle. Quand on teste les processus, on le fait d'abord dans un domaine virtuel parce que ça permet, comme j'ai dit tout à l'heure, d'éviter de tuer des gens, de casser des voitures, etc. Donc il y a vraiment, ça marche dans les deux sens, c'est très important, ce lien entre la ligne et les lignes, en particulier dans le domaine. Liège vient de présenter d'ailleurs son projet de jumeaux numérique, donc au niveau de l'urbanisme, de la gestion de ville, de gestion de la vie de société, dans la gestion politique. Effectivement, les jumeaux numériques, qui sont des métaverses, c'est basé effectivement sur le territoire, sur une agglomération de ville, évidemment, sont des technologies de plus en plus utilisées, évidemment, pour modéliser, tester des choses. Mais aussi, peut-être, je pense vraiment un passage de l'ensemble du web 2D où on consulte des pages vers la 3D où finalement, du spectateur, on est acteur immergé dans un univers virtuel. C'est vraiment l'évolution. Tout ce qui est big data derrière aussi va passer de la deuxième dimension à la troisième dimension. On va pouvoir concrétiser finalement ces données par la modélisation en 3D qui sont issus sur le moteur de jeu comme Unity, Unity, qui a acheté WhatsApp justement il y a peu, mais Unreal qui se tient depuis des années aussi évidemment sur d'autres applications autres que le jeu vidéo. Quand on parle de métaverse, en fait, le premier métaverse, c'était un jeu vidéo et ça s'appelait Second Life. Ça a été créé par Alain Lediberder et Canal+ dans les années 90. Je cherchais la date, je ne l'ai pas trouvée, mais c'est à 92 ou 94. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est pas par pure provocation, c'est juste pour dire que, en fait, ça a été très bien dit par Thierry dans sa présentation et rappelé par Stéphane aussi, le jeu vidéo, on a cette capacité à comment dire, créer de la nouveauté, de l'innovation, mais aussi à s'inspirer de ce qui existe par ailleurs. Et c'est vrai que ce soit Metaverse, que ce soit NFT, parce que c'est le gros mot actuel dans notre industrie, que ce soit l'IA, que ce soit le software as a service, quand on parle de cloud game, de cloud, on nous parle de cloud, mais le cloud dans le jeu vidéo, c'est depuis 20 ans. On développe des applications et des applicatifs à distance depuis très longtemps. Donc, je dirais que c'est là où le jeu vidéo peut être parfois effrayant, c'est que tout va très vite. Mais quand je dis très vite, c'est extrêmement vite. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans l'industrie. Je peux vous garantir que des évolutions, des innovations, alors je ne sais pas si c'est des révolutions, mais j'en ai vécu plein. Je me souviens quand en 2007, Apple sort son smartphone, j'ai des éditeurs et des développeurs de jeux vidéo qui me disent « Qu'est-ce que c'est que ce truc? On a déjà la Game Boy. Je ne vois pas l'intérêt d'aller faire des jeux sur un téléphone. Téléphone, ça sert à téléphoner. » Oui, c'est vrai. À la base, un téléphone, ça sert à téléphoner. Aujourd'hui, quand vous regardez le temps que passent les gens sur un smartphone, c'est pas pour téléphoner. Hein. Je vais vous dire, on enlèverait la puce pour téléphoner, on se porterait sans doute pas plus mal. Hein. Donc, et on paierait moins cher. Donc, ce que je veux dire, c'est que Metaverse, NFT, tout ça,
C'est évidemment des sujets qui sont très importants dans notre industrie. Il y a plein d'initiatives qui se développent. On a en France des acteurs incroyables comme Sorare, comme The Sandbox, qui viennent de lever encore aussi. Donc, par contre, voilà, attention, qu'est-ce que ça veut dire pour l'utilisateur et l'utilisatrice? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de création de valeur? Il y a les flux financiers aussi. Comment est-ce qu'on gère tout ça? Comment est-ce qu'on rationalise? Parce que ça peut être aussi des moyens pour des gens qui sont des opposants, on va dire, au soutien, au développement de notre industrie, de montrer, de pointer du doigt le fait que ça crée du risque. Bien sûr, ça crée du risque, donc il faut comprendre, il faut analyser, il faut essayer de rationaliser aussi, mais il faut laisser cette innovation se faire. Et voilà, le métaverse de Second Life, c'est un bon exemple pour voir ce qui s'est fait à l'époque de bien et de moins bien. On l'a vu d'ailleurs, ça s'est terminé parce qu'il y a eu un envahissement par les partis politiques de Second Life, et donc ils ont tout arrêté parce que ça devenait un territoire toxique, de trolls et autres, et d'idéologies complètement négatives. Donc voilà. Donc, il faut garder la tête froide, il faut analyser tout ça, mais par contre, c'est clair que c'est probablement un des futurs du jeu vidéo. Oui. Oui, moi je vais juste rebondir sur le mot effrayant. Je pense il me semble que ce serait bien de dédiaboliser de façon globale voilà, l'image du jeu vidéo. Je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas forcément tout. Moi-même, j'ai appris beaucoup de choses rien qu'à vous écouter aujourd'hui sur toute la potentialité du jeu vidéo. Ce qui me concernait, c'était plutôt le potentiel pédagogique, mais je vois que c'est très riche en fait. Et c'est que maintenant, on le voit avec le méta, le projet méta, il y a beaucoup de gens qui viennent au credo et qui disent ça va provoquer de la maladie mentale, les gens vont perdre pied avec la réalité. Bon, mais comme vous disiez, c'est pas nouveau. Il y a eu avant et les gens continuent quand même à vivre une vie relativement normale. Voilà, donc voilà, si j'ai envie de terminer par un point, c'est oui, de dédiaboliser, et il y a un vrai travail de rayonnement des possibilités du jeu vidéo pour que les gens comprennent mieux en fait toutes les potentialités. J'ai un message spécial pour le recteur. Avant, on avait une identité personnelle. Au bout d'un moment, on a eu une identité professionnelle. Est arrivé il y a quelques années l'identité numérique, et puis maintenant, on va avoir une identité digitale. Je me dis que si le jeu vidéo est le seul à traiter ça, on ne va pas s'en sortir. Et je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à faire en recherche de sociologie, en recherche de psychologie, justement. Comment on va organiser toutes ces identités, parce que c'est une chance extraordinaire. Et comme le disait très justement Julien, il ne faut pas qu'il y ait que les gens du jeu vidéo qui travaillent. Il faut qu'il y ait aussi beaucoup de chercheurs, de tout ce qu'on veut, qui travaillent aussi sur ce type de sujet, et ça fera grandir. Voilà, mais ce sera le mot de la fin. Je voulais remercier nos intervenants pour ces riches échanges. Les organisateurs nous ont donné la chance justement d'aborder ces sujets aujourd'hui. Si on a dit moi aussi, il y a 30 ans, quand je commençais ma carrière dans le jeu vidéo, je fais des conférences au Numéricus. Quand on me demandait ce que je faisais comme métier, je disais que je travaillais dans la partie pas sérieuse de l'informatique. Et merci aussi à eux, effectivement, que ce soit en ligne ou en présentiel, ça nous a intéressé de faire quelque chose aujourd'hui, peut-être le jeu plus différent demain. Donc merci et bonne continuation finalement pour un monde meilleur grâce au jeu vidéo. Bon,